Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle j'aimerais aborder un sujet assez important. Il s'agit du stress et de l'anxiété générale que peuvent ressentir certains professeurs. Si les élèves sont stressés par leur scolarité, leurs parents également, eh bien sachez quand même que les enseignants le sont tout autant. Donc évidemment, c'est une question déjà de personnalité, toutes les personnes ne sont pas forcément stressées, mais on retrouve quand même chez pas mal de personnes, et moi je le vois chez beaucoup de collègues ou même vis-à-vis de moi-même, qu'il y a une forme de pression qui s'installe, de culpabilisation, donc à la fois sur son travail, mais également vis-à-vis du regard que la société peut porter sur le métier, et surtout parce que nous sommes une profession où nous sommes face à un public permanent, donc il y a toute cette remise en question, ce stress que ça peut générer. Il faut quand même savoir que chez les enseignants, la médecine du travail n'existe pas. Ça pose quand même question quand on sait que les professeurs travaillent pour l'État et que les entreprises privées ont pour obligation de faire en sorte que leurs employeurs aillent voir un médecin du travail de manière assez régulière. Quand on a un souci psychologique, quand on se met une pression, quand on commence à ressentir des symptômes d'anxiété, voire beaucoup plus loin de dépression, on se tourne généralement vers les syndicats qui essayent de mettre en place des ateliers, des choses pour pouvoir aider, de fournir des informations, pour pouvoir également nous communiquer par exemple des numéros vers lesquels appeler ou vers qui se tourner. Mais normalement, ça devrait quand même être quelque chose plutôt de l'ordre d'une médecine du travail. Au début de notre carrière, quand on est embauché, on va voir un médecin qui est agréé, sauf que bon, beaucoup de médecins peuvent être agréés, ça n'en fait pas des spécialistes qui connaissent véritablement notre métier. D'autant qu'on est une profession dans laquelle on va nous répondre si jamais on dit « je suis fatigué, je suis démoralisé, ça ne va pas, ne te plains pas, je te signale que tu as 3 mois de vacances ». Comme si le fait d'avoir 3 mois de vacances justifiait qu'on doive tout accepter. Quand on est confronté à des difficultés, on se tourne généralement en premier vers nos collègues, vers l'administration, en essayant donc de pouvoir trouver quelqu'un pour nous aider, mais encore faut-il réussir à parler, ce qui n'est pas toujours facile. Qu'est-ce qu'il peut y avoir qui est générateur de stress ? Première chose, le stress de la rentrée. Pourquoi ? Eh bien parce que comme les élèves qui sont stressés à l'idée de retourner à l'école, nous sommes également stressés à l'idée de découvrir nos élèves. Il faut savoir quand même que les professeurs, pour beaucoup, sont des personnes qui sortent de l'université, qui sont jetées devant les élèves, formation ou pas formation, mais qu'il y a très peu d'ateliers pour apprendre à gérer une classe, à gérer un groupe. Donc les premières fois, c'est quand même assez anxiogène, et même les fois d'après, il y a toujours ce stress du début de se dire je ne connais pas la classe, je ne connais pas les élèves, on me fixe, ils ne parlent pas, est-ce qu'ils ont compris ce que j'ai dit, est-ce que au contraire je suis en train de parler dans le vide et ils n'ont absolument rien saisi, et ça nous oblige du coup à réfléchir en permanence, c'est ce qui fait que le cerveau s'arrête jamais vraiment. Le métier d'enseignant, c'est un métier dans lequel il est quand même très difficile de déconnecter. Alors, je reparlerai après de la déconnexion plutôt liée au numérique, qui elle est de plus en plus anxiogène et de plus en plus présente dans notre travail, mais c'est surtout que quand on rentre à la maison, contrairement à certaines professions où on fait son travail au travail et on rentre chez soi, on passe à autre chose et hop, c'est plié, c'est oublié, notre profession à nous, nous oblige souvent à ressasser. On repense à Tony qui a oublié de nous rendre son dernier devoir, on repense aux parents de Mélanie à qui on a oublié d'envoyer un mail, on repense ensuite à l'équipe pédagogique à qui on avait promis de transmettre une information pour le lendemain. On repasse la séance qu'on vient de faire 1,5 milliard de fois dans notre tête en se disant mais pourquoi je comprends pas, ça a marché avec les 4e 1 mais ça n'a pas marché avec les 4e 3, et au final on arrive difficilement à déconnecter, avec même parfois des rêves dans la nuit où on se met à rêver de nos élèves en se disant mon Dieu, mais qu'est-ce que j'ai raté. À ça s'ajoute le fait qu'aujourd'hui il y a des mails, des messages et le numérique qui est de plus en plus présent. Évidemment, le confinement, l'enseignement hybride et tout ce qui est lié au fait qu'il faut maintenir une continuité pédagogique avec les élèves, on fait que désormais, on s'adresse à nous depuis les différentes messageries qui sont mises en place de manière assez régulière. Donc on se retrouve avec des tonnes et des tonnes de mails de l'administration, mais également de parents d'élèves qui cherchent des informations auprès de nous ou qui nous engueulent des fois sans mettre véritablement les formes, parce que c'est beaucoup plus facile de s'exprimer derrière un écran en étant parfois un peu agressif, alors qu'on n'a pas forcément ce même retour quand on est face à une personne en face. Et surtout, on a cette connexion permanente à ces mails qui arrivent en permanence et qui se rajoutent évidemment au travail pédagogique qui est fait avec nos élèves. Alors évidemment, c'est pas propre à l'enseignement. Aujourd'hui, je pense que beaucoup de professions, et même la majorité des professions et des métiers, sont confrontés à cette difficulté d'allier à la fois numérique et présentiel, parce que finalement, à partir du moment où on laisse entrer le numérique à la maison, le travail ne s'arrête jamais vraiment. Évidemment, dans les textes, il est écrit qu'on a le droit à la déconnexion, mais vous savez tous très bien qu'il y a cette espèce de réflexe de se dire « je vais vérifier mes mails », ou qu'il y a les notifications qui peuvent arriver aussi, ou qu'il y a cette angoisse de se dire « si je ne vérifie pas mes mails un samedi soir,
qu'est-ce qu'il y aura dimanche soir ou qu'est-ce qu'il y aura lundi matin. Parce que je me suis connectée dimanche à 19h, il n'y avait rien, et je me connecte lundi matin, et là d'un coup j'en ai 30. Et donc il y a ça aussi qui se rajoute, avec des tâches qui tournent en arrière-fond dans votre cerveau, et qui se disent, bon Dieu, j'ai pas fait ça, et en même temps vous êtes devant les élèves à essayer de vous concentrer. Donc forcément, ces espèces de dédoublement, triplement de la personnalité, ça aide pas toujours à produire un travail de qualité. Vous avez évidemment toute la pression qui est liée à la réussite des élèves aux examens, même si une part évidemment nous échappe, hein. Il y a une part de travail que seuls les élèves peuvent produire et que s'ils ne la font pas, on ne peut pas travailler à leur place. J'aurais beau leur donner toutes les dates et tous les repères géographiques qu'il faut apprendre pour le DNB, et bien si les élèves derrière ne font pas ce travail de mémorisation, je ne peux pas le faire à leur place. Mais par contre, il y a quand même cette culpabilisation qui peut s'y greffer par-dessus quand on voit les résultats derrière et qu'on se dit pourquoi, en fait, avec cette classe que j'ai eu tant de réussite, et pourquoi avec cette classe, je n'ai pas eu, alors que j'ai fait la même chose. Un autre stress qui peut se poser, c'est celui de ne pas réussir à terminer les programmes. En France, on a quand même une grande particularité qui fait qu'on a des programmes qui sont ultra chargés, ultra détaillés, au milieu duquel on nous dit qu'on a la liberté pédagogique pour pouvoir les mener, ces séances, comme on le souhaite, mais il n'empêche qu'il y a ce stress de se dire et si je ne termine pas le programme, et si les élèves n'ont pas eu toutes les connaissances, et si les élèves ne savent pas ce qu'est une aire urbaine, ils vont échouer dans leur vie. Je prends un exemple très très simple, je viens de démarrer avec les troisièmes la Première Guerre mondiale, et là on a un petit peu perdu de temps parce que je me suis mise à parler, j'ai digressé comme d'habitude, et puis je suis partie dans des grandes explications sur toute la guerre des tranchées, alors que j'avais prévu cette année vraiment de me limiter à un aspect de la bataille de Verdun. Et j'ai comme ça perdu du temps, du coup ça a sonné, on n'a pas terminé l'activité, et je suis rentrée chez moi en me disant « Mon Dieu, ça y est, j'ai pris un retard pas possible, je ne finirai pas le programme », sachant que nous sommes le 13 septembre. Ce qui me mène du coup au point qui concerne tout ce qui est dévalorisation et perfectionnisme. Encore une fois, c'est une question de personnalité, mais c'est vrai que je prends mon cas personnel, j'ai un côté très perfectionniste qui fait que en permanence, je veux que mon cours soit bien, en tout cas bien pour moi, pour que je sois à l'aise pour le faire, mais j'espère également qu'il puisse être le plus clair possible pour mes élèves. Ce qui fait que je le retravaille en permanence. D'année en année, je refais d'autres activités en me disant je veux pas non plus que si jamais en fait certains élèves avaient fait l'activité l'année d'avant, qu'ils en parlent avec quelqu'un d'après, du coup ils se disent que la prof elle travaille pas du tout parce qu'elle produit toujours la même activité. Donc je veux absolument en faire de nouvelles. Quand ils n'ont pas compris une consigne, je me dis qu'est-ce que j'ai mal formulé, je la reprends, je la change, j'essaye de trouver les mots les plus adaptés. Et au final, je me retrouve avec des tonnes d'activités, dont certaines que je n'ai jamais faites, en me disant peut-être que celle-là sera plus parfaite que la précédente. Évidemment, c'est une pression que je pense qu'on apprend à gérer avec le temps, et en même temps, je n'en suis pas toujours très convaincue, parce que pour avoir parlé avec certains collègues qui ont une expérience de parfois 5, 10, 20 ans dans l'éducation nationale, je me rends compte que certains se posent les mêmes questions que moi, qui n'y suis que depuis 5 ans. Donc je pense vraiment que ce perfectionnisme, c'est quelque chose qui est propre à chaque personne. Et ça va de pair pour moi avec un sentiment parfois de dévalorisation, parce qu'on veut tellement des fois bien faire pour s'adapter à tous les élèves et tous les profils qu'on a en face, ce qui est illusoire, parce que quand vous avez dans votre classe une personne qui est dyslexique, une personne qui est dyspraxique, une personne qui a des difficultés mais qui n'a pas forcément un trouble qui est lié, une personne qui est excellente, une personne qui a haut potentiel, une personne qui ne veut tout simplement pas travailler, difficile en fait de produire l'activité la plus parfaite, tout simplement parce qu'elle n'existe pas. Et la perfection est quelque chose de subjectif. Ce qui peut me paraître parfait à moi peut ne pas du tout convenir à un élève. Et d'ailleurs, c'est impossible de croire que mon activité pourra convenir à mes 30 élèves. C'est utopique. Mais du coup, il y a cette espèce de sentiment de dévalorisation, de se dire, en fait, je ne peux pas faire mon travail comme j'aimerais le faire, je ne peux pas m'adapter à chacun. Pourquoi ? Parce que je suis face à une classe de 30 élèves et que nous sommes trop nombreux. Pour pouvoir faire exactement ce que l'on me demande dans les textes, quand on m'explique qu'il faut que je varie mes activités, que je fasse preuve d'hétérogénéité, que je m'adapte à chacun, pour m'adapter à chacun, il faudrait que j'ai le double du temps, les programmes à moitié déchargés, et que je puisse également avoir moins d'élèves. On le voit tout de suite, on est beaucoup plus performant, et les élèves disent également qu'ils se sentent mieux et qu'ils travaillent mieux quand on est sur des demi-groupes. Si je prends moi mon cas en histoire géo, j'ai pas de demi-groupe. Et à cela s'ajoute tout ce qui concerne les tâches administratives. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a à la fois sur notre emploi du temps les heures en présentiel qu'on fait devant les élèves, donc les heures où on fait cours avec nos classes, se rajoute évidemment le travail à la maison de préparation des cours et de correction, mais surtout, j'ai parfois l'impression que ce qui nous prend le plus de temps, c'est toutes les tâches administratives annexes. Je suis professeur principal, donc forcément se rajoutent tous les appels aux parents, se rajoutent également tous les documents qui sont à traiter parce que je m'occupe des troisièmes, donc de l'orientation, du DNB, du stage. Mais même quand vous n'êtes pas professeur principal, vous avez également des tâches administratives et certaines, parfois, on les juge un peu stériles. Tout simplement pourquoi ? Parce que produire des documents, produire des évaluations, c'est bien,
si l'évaluation a un but en soi, notamment celle de faire progresser les élèves et d'améliorer leur scolarité. Or, parfois, on en vient vraiment à se demander si l'objectif de l'éducation nationale, c'est d'améliorer la scolarité des élèves, ou c'est d'améliorer uniquement leurs résultats dans les classements internationaux. Parce que si on veut améliorer les résultats dans les classements internationaux, effectivement, on peut se mettre à travailler comme certains pays asiatiques, où les élèves ont cours de 8h du matin jusqu'à 19h avec des cours particuliers en plus, et où on a les taux de suicide les plus élevés. Parce que moi, je veux bien que PISA, on soit parmi les derniers, et que les pays comme la Corée ou la Chine soient parmi les premiers, mais quand on compare au niveau du bien-être des élèves, je pense quand même qu'il vaut mieux être heureux qu'à devenir des robots. Parfois, c'est vrai qu'on se retrouve à être un peu frustré parce qu'on a l'impression qu'on pourrait produire un travail de qualité si on ne nous abrutissait pas sous des tonnes et des tonnes et des tonnes de tâches stériles ou de réunions qui ne servent à rien. Parce qu'autant certaines réunions, évidemment, ont une utilité. Les rencontres parents-professeurs, des fois c'est vrai qu'on râle parce qu'on est des enseignants et qu'on aime bien râler. De manière générale, on est des Français aussi, donc on râle par définition, mais il y a certaines réunions où vraiment on se demande à quoi elles servent, où on est assis pendant 3 heures dans une salle, on regarde des écrans et on se dit mais vraiment, est-ce que s'ils n'ont pas réussi leur test PIX, ça va changer leur vie? J'ai tendance à montrer l'aspect plutôt positif de mon métier et à expliquer combien j'aime ce travail, parce que c'est vrai, j'aime beaucoup mon métier, j'aime beaucoup le métier d'enseignant, je crois beaucoup dans la profession d'enseignante. Par contre, je trouve qu'aujourd'hui, on a un système qui est de plus en plus éloigné de la réalité de terrain. On a des théoriciens, on a des ministres, on a des universitaires qui pondent des tonnes et des tonnes de documents théoriques, mais qui ne viennent jamais sur le terrain, ou en tout cas, quand ils y viennent, ils décident de mettre en place une réforme qui au final est contre-productive. Et surtout, ce que je vois, c'est qu'on essaye de plus en plus de réduire les coûts, de surcharger les classes, de mettre de plus en plus d'heures aux enseignants, et qu'on leur demande de faire de la quantité au lieu de faire de la qualité. La question que je me pose, c'est à quel moment on se dit que l'humain passe avant l'argent? Ce que j'ai l'impression parfois, c'est que dans l'État, on est sur une logique financière, une logique d'entreprise, et non plus sur une logique humaine. Ce qui est quand même très très gênant, vu qu'on est en train de parler d'éducation et qu'on est en train de parler de formation du futur citoyen, donc de la future personne qui va travailler dans la société. Donc qu'est-ce qu'on a envie en fait finalement de lui apporter à cet élève? Je suis désolée, je croule sous les tâches administratives, je n'ai pas le temps. Allez, salut! Donc je me retrouve quand même à être parfois très frustrée parce qu'il y a des choses que je voudrais faire avec les élèves et que je ne peux pas faire parce que je n'ai pas le temps de les faire, tout simplement parce que j'ai d'autres tâches administratives, des documents à remplir, des tableaux à remplir, des numéros à indiquer sur des colonnes, parce qu'apparemment c'est super intéressant de faire des colonnes. Et parfois j'arrive à la fin de la semaine, puis je suis là, puis je réfléchis et je me dis mais qu'est-ce que j'ai fait en histoire géo? Et en fait, mon esprit a été tellement accaparé par les appels aux parents, par les mails, par les tâches administratives, que je ne me rappelle même pas ce que j'ai fait au niveau pédagogique. Et ça, je trouve que c'est quand même assez grave. Je m'éloigne un petit peu du sujet principal, mais pour revenir vraiment sur la thématique du stress, je pense que tout ça crée de l'anxiété chez les enseignants, crée de l'anxiété de toute manière chez les métiers qui sont liés pour moi à l'humain, parce que forcément quand il y a un humain, il y a un impact qu'on peut avoir, et que je considère qu'à partir du moment où nous-mêmes on n'est pas capable de produire un travail de qualité parce qu'on nous met des bâtons dans les roues pour le faire, on prend le risque de créer du négatif chez un enfant qui est en construction. Et ça, c'est quand même très embêtant. Je trouve aussi qu'il y a un véritable décalage qui s'opère, évidemment, entre l'éducation nationale parfois et les enseignants, mais surtout des fois entre la société et les enseignants qui se retrouvent à se dire « je me sens mal dans mon métier, mais je ne peux pas le dire parce qu'on va me renvoyer que je suis de toute manière un fainéant, que de toute manière j'ai des vacances scolaires, que de toute manière je devrais me contenter de ce que j'ai parce que bon, on n'est pas le métier qui souffre le plus. Oui, en effet, il y aura toujours plus malheureux dans le monde, mais si on commence à se dire de toute manière il y a des gens qui souffrent beaucoup plus, eh bien on ne fait pas changer les choses. Je suis bien évidemment consciente qu'avec cette vidéo, je ne vais pas changer l'éducation nationale, mais à un moment donné, il va falloir que l'État, que le ministère de l'Éducation nationale se rende compte qu'il y a de plus en plus de stress, qu'il y a de plus en plus de mal-être au travail, dans l'enseignement, dans d'autres professions, mais que c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte et que le bien-être psychique des personnes et leur mieux-être dans leur travail, eh ben, ça ne fera que gagner en qualité ensuite sur le terrain et sur ce qu'ils pourront produire. Et qu'à un moment donné, l'État ne peut pas fermer les yeux sur le fait que chez les enseignants, il n'y a pas de médecine du travail. Il y a des professions dans lesquelles, quand on est confronté à des difficultés, on peut aller voir des psychologues qui travaillent en partenariat avec ces professions. Prenez les éducateurs par exemple, chez les éducateurs spécialisés, qui traitent quand même des sujets parfois compliqués, et bien s'ils n'arrivent pas à gérer une situation, ils peuvent très bien aller parler au psychologue qui est présent à demeure. Chez les enseignants, vous avez un psychologue de l'éducation nationale qui généralement se partage plusieurs établissements et qui, de toute manière, est là pour les élèves. Ce qui est déjà tant mieux vu le peu d'heures qui est consacré. Mais du coup, quand on est enseignant, à qui on parle?
si j'entends parler d'un élève qui a des soucis et qui est suicidaire. Si je prends une maman d'élève au téléphone qui me raconte que chez elle c'est très compliqué, qu'elle est en train de vivre un divorce, que son fils est au bord de la crise de nerfs et lui fait des crises et qu'elle ne sait plus les gérer, comment je le gère moi? Il faut quand même être armé pour ça, c'est-à-dire que des fois on reçoit face à nous de la tristesse, de la souffrance, et forcément on finit par l'emmagasiner. On est des êtres humains, donc qu'on le veuille ou non, il y a une part émotionnelle qu'on ne maîtrise pas, il y a une part émotionnelle qu'on va prendre sur soi, d'autant plus si on est très sensible, et ça, il n'y a personne qui nous aide à le gérer, hormis des collègues de travail évidemment qui sont toujours là pour écouter, mais voilà, ça manque quand même d'une plateforme d'écoute, ça manque de personnes à qui on peut se confier et surtout de personnes qui comprennent notre métier. Parce que quand on est face à des collègues de travail, ils peuvent comprendre. Quand on est face à des gens lambda, et bien parfois on a juste l'impression d'être des flemmards plaintifs qui viennent se plaindre alors que, vous avez compris, on a des vacances scolaires. J'ai terminé avec cette vidéo, c'était peut-être un peu confus mais j'avais beaucoup de choses à dire et c'était pas forcément facile de les exprimer et de les mettre en forme. J'espère en tout cas que ça vous aidera à mieux comprendre le type de stress, le type de problème, le type de pression auquel on peut être parfois confronté quand on est enseignant. N'hésitez surtout pas à faire des appels au ministère pour qu'ils aillent créer une médecine du travail chez les profs. Je vous remercie encore une fois pour votre écoute et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos.